Bonjour, aujourd'hui dans notre vidéo, nous allons parler de transport, de déplacement, de mobilité et de lien entre le transport et l'aménagement du territoire ou l'urbanisme. Il y a un lien direct, concret, entre à la fois le système de transport et la forme urbaine. Alors c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, on ne sait pas si c'est le système de transport qui génère la forme ou si c'est la forme qui génère le système de transport. C'est les deux en même temps, j'imagine que l'un joue sur l'autre et inversement. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a une corrélation extrêmement importante entre les deux. Il y a une superposition à la fois des formes et des systèmes de transport. Un exemple concret, les bassins d'emploi, les zones à forte densité sont aussi les zones où l'on trouve le plus de transport public, par exemple. Voilà. Pourquoi ? Parce que pour des questions de rentabilité, il faut pour le transport public, pour qu'il devienne rentable ou du moins utile, il faut un nombre de gens minimum dans un périmètre donné. Si on n'a pas ça, le transport public ne sert strictement à rien. Et donc, il y a cette superposition à la fois entre une densité de population et l'opportunité d'avoir des transports publics. Ce qui veut dire aussi que ceci a une influence sur les coûts du foncier. Plus je mets de transport public, plus je suis connecté, plus j'ai de réseau, plus le prix du foncier sera élevé. Et il y a une corrélation entre, d'un côté, ici, la densité et le nombre de déplacements par personne. Voilà. Si je suis en voiture, plus ma densité augmente, moins je vais faire de déplacements en voiture. Et si je prends le cas du vélo ou de la marche à pied, je suis dans la position inverse, puisque plus je suis dense, plus je vais faire de la marche, et les transports publics aussi, plus je suis dense, plus je vais faire de la marche. Alors, lorsque l'on parle de transport, lorsque l'on parle de voitures de déplacement, on parle également de congestion. Alors, afin d'éviter la congestion, il faut faire en sorte que la grille des routes, le système de voirie, soit extrêmement diffus, hiérarchisé et permette d'être connecté à tous les endroits où il y a une forte population. À l'opposé, on pourrait imaginer que le meilleur système de régulation du trafic est la congestion. Alors en principe, les ingénieurs routiers, les ingénieurs en transport font des hauts sauts lorsqu'on leur dit ça, mais c'est une manière de réguler. Plutôt que d'agrandir à chaque fois les routes pour faire passer plus de monde, on peut dire, voilà, la limite est là, on laisse la congestion, et on est sûr que de nouveaux arrivants ne viendront pas sur ces routes qui sont déjà congestionnées. Voilà. Un urbaniste américain, dont le nom m'échappe, a dit un jour quelque chose de très vrai, c'est qu'on ne guérit pas de l'obésité en desserrant sa ceinture. Dans le système routier, plus je mets de routes, plus je mets d'autoroutes, plus j'aurai de déplacements, plus j'aurai de voitures, plus il me faudra de routes et d'autoroutes. Alors ça va plus ou moins rapidement, mais on arrive très rapidement à saturation sur l'ensemble des infrastructures qu'on met en place. On est à saturation, on crée de nouvelles autoroutes qui seront, quelques années plus tard, également à saturation. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit lorsque l'on planifie. Il faut savoir ce que l'on fait. Le plus est souvent l'ennemi du bien, puisque ce n'est pas parce que je mets plus de routes que la situation sera meilleure. Et à l'opposé, à nouveau, la congestion permet, comme ça, de réguler le trafic. Deuxième élément, après la congestion, les zones sans voiture. C'est la grande mode dans les pays européens, de plus en plus aux États-Unis. Prenez le cas de New York, où des zones entières ont été rendues aux piétons. Elles l'étaient au début, puisque de fait, il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Et puis, on a laissé toute la voirie, toute l'emprise de voirie aux véhicules. Et aujourd'hui, on est en train de réduire les emprises dédiées aux véhicules pour les laisser aux piétons. Voilà. Ça, c'est une manière, je dirais, actuelle de faire. C'est une manière que l'on doit promouvoir absolument. C'est un de nos principes. On l'a vu dans une vidéo précédemment sur les principes de base lorsque l'on planifie. C'est quelque chose d'extrêmement important, surtout pour nos villes africaines où l'énorme majorité des gens sont des piétons. Une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase d'un ancien maire de Bogota entre 2011 et 2012, qui dit qu'un pays développé n'est pas la place où les pauvres ont des voitures, mais
c'est où les riches prennent les transports en commun. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, c'est sur le modèle que l'on a, le modèle social qu'il y a là derrière. Et l'idée n'est pas que tout le monde arrive à obtenir une voiture, puisque les taux de motorisation en Afrique sont à moins de 100 véhicules pour 1000 habitants. Donc on a une marge par rapport à l'Europe où nous sommes aux alentours de 500 véhicules pour 1000 habitants, ou aux États-Unis où nous sommes à plus de 600 véhicules pour 1000 habitants. On voit que par rapport au modèle européen et américain, il y a une grande marge de manœuvre. Et l'idée n'est pas justement d'utiliser cette marge de manœuvre, mais bien de réfléchir à quel système on veut mettre en place. On a les options de transport lorsque l'on planifie, il faut faire un certain nombre de choix, et les choix sont dépendants d'un certain nombre de critères. Dans les options de transport, on a le bus, le BRT, le tram, le métro, avec, une fois les investissements, la capacité, la vitesse, le temps et les impacts sur l'environnement. Et chaque fois, on peut classifier entre bas, moyen, haut, très haut. Alors voilà, on sait que pour un métro, par exemple, on a un investissement qui est très grand, mais une capacité qui est très grande aussi, et une vitesse qui est très grande, etc. Voilà. Par contre, pour le bus, on a un investissement bas, une capacité moyenne, mais une vitesse extrêmement basse aussi. Donc on voit qu'en fonction des choix que l'on fait, on n'arrive pas aux mêmes impacts sur l'environnement, on n'arrive pas à la même capacité. Et le rapport intéressant, c'est finalement le rapport entre, d'une part, la capacité et l'investissement, et ça donne un coût par personne ou un coût par kilomètre. Le choix modal, choix du mode de transport, ça c'est individuel. Les gens vont décider comment, quel mode de transport ils vont choisir en fonction d'un certain nombre de critères qui sont la distance à parcourir, la forme physique dans laquelle on est, est-ce que je peux moi me déplacer ou non, le temps de parcours, voilà, si j'ai 5 minutes de temps de parcours, c'est pas la même chose que si j'ai 1 heure, donc je vais choisir un mode de transport peut-être différent, la charge, qu'est-ce que j'ai à porter, est-ce que j'ai juste un sac ou est-ce que j'ai une cargaison entière, le niveau de confort, la sécurité, pour moi, personnellement, parce que je suis plus en sécurité dans tel mode ou tel autre. Et enfin, l'offre de stationnement, logiquement, puisque si je prends mon véhicule, je veux savoir et je veux être sûr que je puisse ensuite trouver une place de parc. Autrement, peut-être que je vais choisir un autre mode de transport. Voilà un exemple à N'Djamena, entre la partie nord et la partie sud, où on voit des voitures, des vélos, des motocyclettes, et puis, bien sûr, l'énorme partie des piétons qui traversent le pont. Lorsque l'on parle de choix modal, il y a la question de l'individu qui a fait ses choix, mais il y a aussi la question du collectif. Quels sont les choix qui s'opèrent et quels sont les critères que l'on utilise pour faire les choix pour la collectivité publique. En guise de rappel, on a la marche à pied, le vélo, le motocycle, la voiture privée, le taxi, le transport public. Et tous ces modes peuvent être soit privés, soit publics la plupart du temps. Et tous ces modes ont leur propre spécificité, c'est ce que nous allons voir. Et il faut réfléchir aujourd'hui en termes d'espace. Tous les modes de transport n'utilisent pas le même espace. Si je prends ici un couloir de 3,5 mètres, on sait que les piétons, on en aura 19 000 qui pourront passer par heure, alors que les vélos, on en aura 14 000. Donc, je fais passer plus de piétons par heure que de vélos. Et on sait qu'un trafic mixte, c'est seulement 2000 personnes qui passeront. Donc, l'espace joue un grand rôle. Quand je planifie, quel est l'espace que j'ai à disposition? Quel est l'espace que je veux mettre à disposition pour faire passer les gens? L'équité, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans nos villes du Sud. L'équité sociale, pour l'instant, on donne l'accès au plus rapide, au plus lourd, au plus riche. Et on pourrait imaginer un système où on donnerait l'accès au moins coûteux, au moins polluant, au plus fragile. Pourquoi pas? C'est la question vraiment de l'équité. Qu'est-ce que je favorise et qui je vais favoriser? La question de la sécurité demeure aussi très importante. Limiter le nombre d'accidents, c'est un phénomène extrêmement important aujourd'hui, puisque le nombre d'accidents de la route dans les villes est considérable. La question ici de l'énergie, on sait qu'il y a
une dépense énergétique qui diffère en fonction des modes de transport. Donc on doit faire des choix à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va utiliser ou qu'est-ce qu'on va justement ne pas utiliser. L'environnement, c'est lié à l'énergie forcément, mais l'impact sur l'environnement de certains modes de transport est beaucoup plus grand que d'autres. La voiture a un impact beaucoup plus grand sur l'environnement, ça paraît logique, que le vélo. Donc ça, c'est des choix que l'on doit faire. Et enfin, souvent un très grand critère, c'est le critère du coût. Alors, ce n'est pas les mêmes si on est sur la marche, le vélo ou les transports publics. Et ce n'est pas la même chose si le coût est payé, du transport est payé en voiture privée ou en taxi. Qui supporte les coûts et combien ça coûte de transporter? Alors, il y a le coût au kilomètre, coût théorique, et puis il y a enfin, est-ce que c'est la collectivité qui donne une partie de ce coût ou est-ce que c'est le propriétaire qui donne la totalité du coût? Voilà, très rapidement brossé, comment est-ce que je planifie, comment je fais des choix, les choix modaux, il y a les choix individuels, il y a les choix collectifs, et il faut bien avoir à l'esprit que les choix que je vais faire sont des choix de société, des choix d'équité ou non, et surtout ont un impact énorme sur l'environnement. Alors on pourrait utiliser l'environnement ou l'énergie comme critère principal, mais on peut aussi faire de multiples entrées et utiliser de manière, je dirais, articuler l'ensemble des critères pour faire les meilleurs choix. Mais gardez à l'esprit que la forme urbaine et le système de transport sont directement liés. Quand on parlera de changement climatique, on aura aussi à l'esprit, quand on a parlé de la densité, on aura aussi à l'esprit cette question forme urbaine et transport ou transport public. Et l'on sait que la ville diffuse est la forme urbaine la moins propice au transport public.